Donc moi, il me revient la double tâche difficile de parler avec Canguilhem dans le dos et de parler après Claude. Donc je vais tenter de réfléchir sur ce livre, moi aussi, Le normal et le pathologique. Donc, j'ai intitulé mon intervention, mais la question risque d'être vraiment en pointillé. Relire le normal et le pathologique, quelle place pour l'éthique? J'ai juste envie, avant d'intervenir, de répondre aussi à la dernière question sur les relations finalement entre malade, maladie. Parce qu'au fond, on pourrait très bien dire, dans l'esprit de Canguilhem, que le malade, c'est toujours celui qui se sent malade. En ce sens, le malade imaginaire est bien malade. Il a une consistance dont il faut rendre compte. Et je crois que les termes ont une signification très intéressante. Et j'avais développé ça à un autre moment, mais le passage du malade au patient, c'est précisément l'entrée dans la relation thérapeutique qui le constitue. C'est-à-dire par là qu'on parlera d'ailleurs du patient du docteur X. Le malade devient éventuellement patient à partir du moment où il entre dans une chaîne de soins. Et dans cette chaîne de soins, d'ailleurs, il peut perdre quelque chose de son expérience de la maladie. Il peut perdre le sentiment d'être malade parce qu'il est dépossédé par un circuit de soins fragmenté, par un appareillage, par tout un ensemble de protocoles qui font d'ailleurs que, dans certains cas, il peut préférer redevenir malade plutôt que d'être patient et sortir de la chaîne thérapeutique. Et donc ça, c'est intéressant de comprendre que ces deux termes, je crois qu'il faudrait les décrire presque phénoménologiquement pour eux-mêmes, pour comprendre que le passage de l'un à l'autre ne va pas de soi, et pour comprendre aussi peut-être que l'on peut des fois être défini comme patient par la relation thérapeutique dans laquelle on s'inscrit avant que de se sentir malade. Quand on vient pour une consultation lambda et qu'on en ressort justement avec un diagnostic qui vous tombe dessus, alors même que vous ne vous sentiez pas malade. Donc qu'est-ce que c'est que se sentir malade après avoir été défini comme patient? On a là tout un ensemble de rapports entre malade et patient qu'il est intéressant, je crois, d'analyser. Alors pour ma part, donc, je vais essayer c'est très bien, parce que Claude a vraiment magnifiquement parlé de cet énoncé de Canguilhem sur il n'y a pas de pathologie objective, et en explicitant vraiment très très bien le sens, je vais parler de l'autre versant, de la question de la santé, pour essayer de clarifier ce terme de santé dans le normal et le pathologique. Et pour cela, je partirai de deux énoncés du chapitre Maladie, guérison, santé, qui se trouvent à la fin. Dans mes paginations, c'est pages 132 et 134. Canguilhem écrit ceci: « L'homme ne se sent en bonne santé, entre parenthèses, qui est la santé, que lorsqu'il se sent plus que normal, c'est-à-dire adapté au milieu et à ses exigences, mais normatif, capable de suivre de nouvelles normes de vie. » Parce qu'il se sent plus que normal, mais normatif, capable de suivre de nouvelles normes de vie. Et à la fin du chapitre, il écrit ceci: « La santé est une façon d'aborder l'existence en se sentant non seulement possesseur ou porteur, mais aussi au besoin créateur de valeurs, instaurateur de normes vitales. » On trouve cette idée que la santé est plus que la normalité, qu'elle est création de normes et non adaptation à une norme. Ce qui fait du coup que le titre du livre ne peut qu'intriguer, car le titre du livre, c'est le normal et le pathologique, et non pas la santé et la maladie. Et au fond, j'essaierai de me demander pourquoi Canguilhem a maintenu le titre le normal et le pathologique plutôt que cet autre titre, la santé et la maladie. Alors pour cela, je
voudrais juste partir d'une tendance qui est très accentuée aujourd'hui, de plus en plus en raison d'une médecine effectivement de plus en plus objectivante, qui est de caractériser, d'affirmer qu'il existe une science de la santé, qu'il existe des savoirs de la santé. Je veux juste prendre comme témoin de cette espèce de prolifération de cette expression, savoir de la santé, science de la santé, le titre même de certaines UFR de médecine, par exemple, sauf si je me suis trompé, mais l'ancienne UFR de médecine de Paris-Ouest s'appelle désormais, en tout cas à un moment donné, c'est appelé, mais je crois que c'est toujours le cas, UFR des sciences de la santé. Des sciences de la santé. Alors déjà, on voit que le pluriel introduit une espèce de complication réaliste. Une science de la santé, peut-être pas des sciences de la santé. De la même manière, l'UFR de médecine de Dijon s'appelle désormais sciences de la santé. Et à cela se rajoutent des licences, comme à Paris 5, sciences pour la santé, qui se veulent des interfaces entre les sciences fondamentales et justement les sciences de la santé. On peut s'étonner, me semble-t-il, en lisant Canguilhem, de l'expression « science de la santé ». Quelle est donc cette science qui fait de la santé son objet ? Quand on ouvre le dictionnaire, on a précisément le seul sens qui vient dans le corps du texte, et le suivant, c'est justement « cursus universitaire offrant une formation généraliste en matière de biologie ». Donc si on en reste à la lettre du dictionnaire, il n'existe donc pas littéralement de science de la santé, mais seulement un enseignement qui porte ce nom de science de la santé. Dans sa conférence de 1988 à Strasbourg, intitulée « La santé, concept vulgaire et questions philosophiques », que l'on trouve dans un recueil, mais dont je crains qu'il soit épuisé, les écrits sur la médecine, Canguilhem insiste sur le fait que la santé n'est jamais un concept scientifique, mais toujours un concept populaire, vulgaire au sens de vulgus du latin, populaire, susceptible d'une élucidation philosophique. Le paradoxe de la santé, note Canguilhem, c'est au fond qu'elle se vit plus qu'elle se sait. Il rappelle le mot du chirurgien Le Riche, qu'il affectionnait spécialement, la santé, c'est la vie dans le silence des organes. Autrement dit, la santé n'existe que comme une évidence non interrogée, tout d'abord, ou comme un sentiment d'être bien portant. Je ne me sais jamais en bonne santé, tout au plus puis-je me sentir en bonne santé, et ce sentiment d'être en bonne santé, ou bien n'est pas interrogé, il est une évidence, la vie dans le silence des organes, la santé dans le silence, la vie dans le silence des organes, la santé c'est la vie dans le silence des organes, ou bien il est une évidence non interrogée, ou bien précisément lorsqu'il est été interrogé comme tel, c'est dans la mesure où une maladie a fait son irruption qui a rendu cette évidence d'être en bonne santé problématique. Autrement dit, donc, soit c'est une évidence, et alors je n'y pense pas, soit j'y pense, et ce n'est plus une évidence, précisément parce que j'ai perdu la santé, et même si je l'ai retrouvée, dans le cas de la guérison, le fait d'avoir été malade me fait penser inévitablement à la précarité de cette santé, qui du coup cesse d'être une évidence et devient un problème au sens existentiel du terme. Toutes ces réflexions, pour Canguilhem, l'acheminent vers l'idée qu'un savoir des maladies reste possible, même si Claude a parlé très fortement de cette thèse, il n'y a pas de pathologie objective, mais qu'en revanche, il n'existe pas de savoir de la santé. De telle sorte que la santé est une valeur populaire qui, de ce fait, est en même temps une valeur sociale
une valeur politique, une valeur économique, puisque le propre des valeurs, c'est justement d'être poreuse à d'autres valeurs, c'est d'être co-construite dans un système de valeurs qui est finalement le propre d'une société. On peut donc dire alors que la santé, par le fait qu'elle est une valeur populaire, devient en même temps une valeur sociale. Elle a un coût qui peut être analysé en termes de dépenses de santé, etc. Donc elle a un coût économique, donc elle est une valeur économique. Elle a un coût, elle devient aussi une valeur politique. C'est pour ça qu'il faut un ministère de la Santé pour interroger cette valeur, pour voir comment la pérenniser, etc. Donc au fond, on peut dire que la santé apparaît deux fois. D'une part comme absence de troubles, je ne me sais pas en bonne santé, mais je me sens en bonne santé, et d'autre part comme victoire sur le trouble, je m'éprouve en bonne santé après avoir surmonté la maladie. La santé, de ce fait, devient, dans ce basculement de la première à la deuxième idée, une valeur précaire, dont la conscience est rendue possible par la disparition, par sa disparition toujours possible, engendrée par la maladie. De telle sorte que la phrase de Le Riche, au fond, la santé c'est la vie dans le silence des organes, c'est une très belle phrase, mais c'est une quasi-fiction, puisque le silence des organes finit par devenir pressant à force d'être silencieux. C'est la fameuse maladie de l'homme normal que Canguilhem analyse à la fin du Normale pathologique. Et très souvent, il est interrompu par des bruits qui font entrer l'existence dans une conscience de la fragilité de la santé. Il n'y a donc pas pour Canguilhem de savoir de la santé possible, tout simplement parce que la santé renvoie à une évaluation singulière qu'un sujet porte sur son état corporel et mental. Évaluation qui renvoie effectivement, oui, à un optimum de possibilités. Alors, si on suit cette analyse, il faut bien comprendre que Canguilhem interroge la santé, du coup, non pas comme un fait, mais bien comme une valeur. Et ceci nous renvoie, du coup, inéluctablement à l'essai sur quelques problèmes concernant le Normale pathologique de 1943, dans lequel Canguilhem a insisté sur un phénomène qui était pour lui très important, qui était constitutif d'ailleurs de la notion de normativité, qui est celui de la polarité des valeurs. La polarité des valeurs, le fait que toute valeur, pour Canguilhem, toute valeur affirmée, repose en quelque sorte ou est liée à une anti-valeur, à une valeur dépréciée ou critiquée. Toute valeur positive appréciée surgit sur fond d'une valeur négative dépréciée. Mais bien évidemment, celui qui apprécie la valeur et en fait une valeur positive, en dépréciant une autre valeur qui devient de ce fait une valeur négative, c'est, comme le disait Claude tout à l'heure en réponse à votre question, c'est l'individu. C'est l'individu, au bout du compte, qui apprécie en quoi consiste sa valeur de santé et par rapport à quel obstacle, éventuellement, cette valeur de santé prend sens. Ainsi donc, la valorisation de la santé s'établit toujours sur fond d'une dévalorisation de la maladie. Cela ne veut pas dire que la maladie n'est qu'une valeur subjective, car elle relève bien, en tant que pathologie, d'un savoir des maladies qui est possible et qui doit être effectivement rapporté, directement ou indirectement, à une physiologie comme science des constantes normales de l'organisme. Mais l'erreur serait de penser précisément que la physiologie, en tant que telle, est la science de la santé, alors qu'elle est en réalité, dans sa construction même, le savoir des constantes de l'organisme. L'erreur, autrement dit, serait d'identifier abusivement le normal à la santé, ou,
dans l'autre sens, la santé au normal. C'est une erreur que l'on peut être amené à faire rapidement si on considère d'une manière trop angélique, trop révérencieuse, effectivement, la physiologie. Et si on ne l'inquiète pas par ce que la pathologie, ressentie par un sujet, peut dire du rapport d'un sujet à un ensemble de normes. Ainsi donc, la science des constantes normales d'un organisme ne peut-elle jamais s'identifier à une science de la santé. Car la santé est toujours une appréciation portée sur le fonctionnement normal. C'est toujours une appréciation portée sur le fonctionnement normal. Je peux être, du point de vue de mes constantes physiologiques, parfaitement normales et me sentir malade. Et celui qui viendrait dire « non mais tout va bien, tu n'as rien », ne comprendrait pas l'écart qui existe entre santé et maladie d'un côté et effectivement normal et pathologique de l'autre côté. La santé reste toujours une appréciation portée sur un ensemble de capacités, sur un optimum de capacités. Et cette appréciation, comme toute valeur, il faut tout de suite remarquer que, même si Canguilhem, d'un point de vue méthodologique, surtout dans l'essai de 1943, va se réduire son analyse à une compréhension, disons, vitale de la valeur de la santé, il faut quand même remarquer, et c'est ce qui justifie chez lui des nouvelles réflexions, nouvelles, donc un indice de nouveauté, il y a une nouveauté qu'on prend en considération. En 1966, il faut remarquer justement que cette valeur, comme toute valeur, elle est en même temps une construction idéologique, sociale, et c'est pourquoi, effectivement, très sensible à ce que vous avez dit tout à l'heure, Naissance de la clinique de Foucault est le livre fils du normal et du pathologique. Parce qu'au fond, Foucault va amplifier la lecture sociale, au sens large du terme, de la naissance de la clinique. La santé, en étant une appréciation portée sur un état normal, devient en même temps une valeur sociale qu'une valeur vitale. Et on en a pour preuve tous les glissements du coup de la valeur vitale vers la valeur sociale qui sont récurrents dans les définitions qui sont faites ici ou là de la santé. On peut penser à la plus célèbre d'entre elles, qui est la définition donnée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la définition de 1948, selon laquelle la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. C'est ça la définition de l'OMS. On remarquera d'ailleurs que le terme de social apparaît dans la définition de la santé, mais ce qui est intéressant, je crois, dans cette définition, ce sont plusieurs éléments. D'abord, premier élément, la santé ici n'est pas définie comme absence de maladie. Elle n'est pas définie simplement comme, en quelque sorte, l'envers positif de ce négatif que serait la maladie. Il y a un décrochage, autrement dit, dans la définition même de l'OMS, entre l'absence de maladie et la santé. Autrement dit, la santé comme valeur positive n'est pas le contraire de la valeur négative qu'est la maladie. Pourquoi ? Parce qu'elle est ici caractérisée comme un état de bien-être. Et cet état est à ce point considéré comme un optimum, une appréciation qui porte sur un optimum, qu'il intègre la totalité existentielle, le corps, l'esprit et la vie sociale de l'individu. On voit bien alors ici qu'il s'agit, avec la définition de la santé, de proposer une norme beaucoup plus qu'une moyenne
Et précisément, cette norme, cet optimum, ce qui le caractérise, c'est qu'il ne peut jamais être véritablement atteint. Qui peut se dire en bonne santé en ce sens? Personne. Ou alors, c'est absolument terrifiant. Comment atteindre un bien-être complet, corporel, mental et social? On voit ici que, ou bien si je pense l'avoir atteint, je vais être inquiet parce que je penserai que demain, peut-être je vais le perdre, si jamais j'ai atteint ce nirvana-là. Ou bien on voit également que ce n'est pas un état à proprement parler que l'on peut posséder en tant que tel. Bref, la santé comme état de bien-être total, ce n'est pas un état au sens d'un statut, c'est une norme, une exigence. Et on trouve du coup le second élément qui est intéressant dans cette définition paradoxale de la santé par l'OMS, c'est que c'est une exigence qui est formulée par un organisme international pour contrôler la santé, non pas d'un individu à proprement parler, mais d'une population, d'un ensemble de sujets, pour contrôler l'état de santé d'une population dans tel pays d'Afrique, pour apprécier telle épidémie, telle contagion, telle pandémie, pour apprécier les effets de telle pandémie, etc. C'est une définition donc qui a été adoptée, j'ai dit 48 tout à l'heure, c'est 46, à la Conférence internationale de la santé en 1946 et qui forme le préambule à la constitution de l'Organisation mondiale de la santé, qui doit par elle-même, en quelque sorte, servir de norme pour rendre possible, ici, des vaccinations portées à des populations entières, là, des repérages de nouvelles pathologies. C'est donc une norme qui se veut opératoire et qui se veut solidaire, et en ce sens, elle est très discutable, qui se veut solidaire d'une politique de la santé des populations. Et là, je crois qu'on a tout à fait compris quel est le caractère proprement iconoclaste de la pensée de Canguilhem sur la santé. C'est que précisément le mérite de Canguilhem, face à la construction politique et économique d'une telle norme de la santé, c'est d'en revenir à une individualisation indépassable du rapport à la santé. Le mérite de Canguilhem, c'est au fond de dire que la santé reste une valeur populaire, un concept vulgaire, et donc une question individuelle, et une question qui n'est qu'individuellement pertinente. Autrement dit, la santé, même si aujourd'hui on l'objectivise dans des unités de mesure pour rendre compte de l'état de santé d'une population, la santé pour Canguilhem n'a de sens que du point de vue d'un individu, pour un individu, et en aucun cas dans la perspective d'une population. Autrement dit encore, aucune entité extérieure, politique, médicale même, ne peut me dire ce qu'il en est de ma santé, car celle-ci ne peut faire l'objet d'aucun savoir, mais reste justement une appréciation individuelle portée au regard d'un certain sentiment de son intégrité psychique et corporelle, mais également, pourquoi pas, sociale. C'est cette leçon philosophique que Canguilhem amplifie et formule dans le normal et le pathologique, en élaborant pour cela, et c'est l'aspect déconcertant de l'ouvrage, mais c'est l'aspect effectivement génial du livre, en élaborant une véritable philosophie de la vie, dans laquelle, alors, au sein de laquelle sont analysés les rapports entre le normal et le pathologique, et les rapports entre la santé et la maladie, mais du coup également, en croisant les deux, les rapports entre la santé et le normal, et les rapports entre le pathologique et la maladie. C'est seulement à partir de ce qu'on pourrait appeler une philosophie de la vie que Canguilhem formule de manière très méticuleuse, à partir de tout un ensemble
d'investigation sur la médecine et sur l'histoire de la pensée biologique et médicale, en particulier au XIXe siècle, c'est seulement depuis cette philosophie de la vie que Canguilhem en vient à formuler effectivement les concepts de normal, de pathologie, de maladie, de guérison, de santé. De ce point de vue, on peut dire que le centre de gravité de l'essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique de 1943, c'est bien effectivement l'expérience du vivant en tant que ce vivant est confronté à des normes, en tant que cette expérience d'être vivant s'articule à un certain rapport du normal et du pathologique. Mais le centre de gravité, c'est parvenir au fond à restituer cette expérience d'être vivant. C'est quoi au fond être vivant ? Et forcément, cette question, c'est quoi être vivant, elle va avec cette autre question, c'est quoi se sentir vivant ? Et ce qui fait que lorsque je me sens malade, pathos précède logos, effectivement, il l'appelle, ce sentiment d'être malade est en même temps un sentiment d'être en vie. Et il est effectivement au fondement de la relation thérapeutique. Paradoxalement, la relation thérapeutique, elle trouve son fondement dans le sentiment d'une vitalité contrariée par la maladie, mais en même temps révélée aussi par la maladie. C'est en tout cas cela que Canguilhem met en place. Et là, oui, être vivant, ce n'est pas être confronté à des lois physico-chimiques. Vous parlez tout à l'heure de l'oiseau et de la branche. Être vivant, ce n'est pas être confronté à des lois physico-chimiques, c'est être confronté en revanche à des normes qui peuvent être des normes sociales, ça Canguilhem l'amplifiera dans les nouvelles réflexions, mais qui peuvent être aussi des normes de vie, des normes vitales. Être vivant, c'est donc, dans son corps, faire l'expérience de la relation du normal et du pathologique. La question est alors la suivante, comment faisons-nous l'expérience dans notre corps et dans notre esprit du normal et du pathologique ? Comment, pour ainsi dire, les touchons-nous avec notre corps et notre esprit ? Ce qui signifie que le normal et le pathologique sont objets d'expérience, ou plus exactement, sujets à expérience. Et que cette expérience, c'est celle-là même qui consiste à se sentir vivant. Être en vie, c'est donc être concerné par le normal et par le pathologique. Et toute la question, c'est alors de savoir comment restituer ce concernement. Et je crois que c'est la question majeure du livre « Le normal et le pathologique ». Encore que cette question-là, comment être concerné par le normal et le pathologique, ne doit pas faire oublier notre interrogation première sur la santé. Parce que si la santé n'est pas objet de savoir, comme nous venons de l'indiquer, elle est malgré tout objet d'interrogation en tant que valeur appréciée par le vivant. Il existe donc ce lien étroit entre le normal et la santé, dont il faut rendre compte, et qui caractérise précisément l'expérience du vivant. Être vivant, c'est alors se sentir vivant, c'est-à-dire, et je renvoie à la citation du début, lorsque Canguilhem dit être en bonne santé, c'est être plus que normal, c'est être normatif, c'est-à-dire pouvoir instituer de nouvelles normes dans les limites du milieu concerné. Être vivant, c'est se sentir vivant, c'est-à-dire faire surgir la valeur même de la santé à l'intérieur d'une certaine expérience du normal et du pathologique. Et sur ce point, Canguilhem est formel, la santé ne s'identifie pas au normal. Est-ce que le pathologique s'identifie à la maladie ? Ça, je poserai la question à Claude tout à l'heure. Mais la santé ne s'identifie pas au normal. En ce sens, il est impossible de traduire le titre du livre de Canguilhem, Le normal et le pathologique, par le titre « La santé et le pathologique » ou « La santé et la maladie ». Car le normal n'est pas la santé. Et ceci, d'une part, pas plus, que le pathologique pourrait être dit anormal. Le pathologique est bien normal, lui aussi. Il est normal d'être malade. Le normal n'est pas la santé et le pathologique n'est pas non plus anormal. Autrement dit, Canguilhem n'écrit ni la santé et la maladie, ni, il faut le remarquer, le normal ou le pathologique.
mais bien le normal et le pathologique. Ce qui suggère une articulation, une liaison entre les deux termes. Comment le pathologique se comprend-il en référence au normal? Comment la santé, comme valeur, est-elle à la fois concernée par l'expérience du normal et par l'expérience du pathologique? L'actualité de Canguilhem, je pense, c'est d'avoir initié une réflexion sur la précarité de la santé et sur la maladie à partir de l'importance de la norme et d'avoir interprété le rôle de la norme en élaborant, c'est ce que je voudrais dire maintenant très rapidement, une philosophie de la vie qui mette l'accent sur la création. Autrement dit, au fond, si on creuse cette notion d'expérience du vivant, qui est le centre de gravité du normal et du pathologique, rendre compte de l'expérience du vivant, alors il faut affirmer, premier point, que effectivement l'expérience du vivant ne peut jamais être qu'une expérience individuelle. Il n'y a aucun sens à parler de l'expérience du vivant en général, mais c'est seulement en se situant chez tel vivant en particulier que l'on est confronté, dans sa singularité de vivant, au problème de la norme et à la question de la santé. Autrement dit donc, la santé ne s'éprouve qu'individuellement, dans un certain rapport de tension entre le normal et le pathologique. Et ce qui caractérise de ce point de vue la vie d'un vivant, ce qui caractérise son expérience d'être vivant, c'est bien qu'il est susceptible, oui, d'un côté d'une certaine linéarité, mais d'un autre côté, il est susceptible de transformation, de variation, de modification. Modification étant un terme que Auguste Comte, auquel se référait tout le temps Canguilhem, affectionnait tellement qu'il n'avait pas hésité à penser dans son cours de philosophie positive, et plus encore dans le système, sa physique sociale comme une science des modificabilités, forgeant ce néologisme de modificabilité. Jusqu'où est-il possible de se modifier ou d'être modifié, de changer ou de se transformer? Et c'est à ce niveau-là de la singularité d'une expérience d'être vivant que Canguilhem intervient pour affirmer qu'être vivant, c'est précisément varier, changer, se modifier, se transformer, bref, être susceptible, et c'est un terme qu'il affectionnait spécialement, de plusieurs allures de vie. Le vivant, c'est celui qui peut avoir plusieurs allures de vie. Le terme d'allure, dans la plume de Canguilhem, sous la plume de Canguilhem, peut surprendre. La vie est susceptible de plusieurs allures. C'est une expression qu'on retrouve à de nombreuses reprises, notamment et spécialement dans le chapitre, effectivement, physiologie et pathologie, où Canguilhem dit que la physiologie est la science des allures stabilisées de la vie, à valeur propulsive, à valeur répulsive pour la pathologie, etc. Bref, une science des allures de vie qui permet leur renouvellement dans d'autres allures. C'est ainsi que Canguilhem en vient à forger effectivement le concept de physiologie, à le réformer plutôt, à partir des acquis de ce que Claude a montré à l'instant. Et ce terme d'allure, je voudrais lui rendre sa charge populaire, justement. C'est un terme qui surprend quand on lit le normal et le pathologique, qui a quand même une certaine densité épistémologique, de trouver ce terme d'allure. Généralement, en effet, l'allure se dit de la façon de marcher et aussi, vous le savez, du cheval, par exemple, dont les allures sont le pas, le trot et le galop. Dans la marine, le terme indique également la direction de route d'un navire par rapport au vent et la disposition de voilure appropriée à cette route et appropriée au vent. Il est également utilisé dans la chasse pour désigner la distance des empreintes des pieds de devant et des pieds de derrière d'un animal. L'allure est donc, on le voit, un mot du mouvement particulièrement populaire que Canguilhem n'hésite pas ici à placer au cœur de ses réflexions.
la vie est allure, explique Canguilhem. Ou plus exactement, la vie est puissance de changer d'allure. Et très souvent, il fait apparaître, notamment dans les nouvelles réflexions, il fait apparaître l'idée que la norme du coureur de fond n'est pas la norme du sprinter. Chacun est pris dans une allure. Et d'ailleurs, chacun a la capacité aussi normative de changer d'allure. Le sprinter peut brusquement ralentir quand il voit la ligne d'arrivée des 100 mètres arriver, ou il peut au contraire accélérer. Donc à l'intérieur de son allure propre, il peut changer d'allure, tout comme le coureur de fond peut le faire. Alors même que la norme, l'allure du coureur de fond n'est pas celle du sprinter. On voit une espèce de polysémie des allures, on a une espèce de pluriel des allures qui caractérise justement la vie comme pouvoir, la vie comme, autre expression que l'on trouve souvent chez Canguilhem, comme capacité normative, c'est-à-dire la vie justement comme normativité. Et le terme ici de normativité que Canguilhem forge pour parler tantôt de normativité biologique, tantôt de normativité vitale, et même dans les nouvelles réflexions de normativité sociale, le terme de normativité vient d'une certaine manière unifier la capacité qu'a la vie de changer d'allure. C'est-à-dire, dans le vocabulaire de Canguilhem, d'instituer dans un milieu défini une nouvelle norme. Ce qui suppose au préalable d'avoir destitué l'ancienne norme. La normativité, c'est précisément cela, c'est cette capacité de destituer une norme ancienne pour en instituer une nouvelle. Et Canguilhem, alors, n'hésite pas d'amplifier cette espèce de nietzschéisme diffus qui était le sien, en tout cas, et c'est sur ce fond philosophique qu'il formule une philosophie de la vie, en affirmant justement que s'il existe des hommes normaux, c'est parce qu'il existe des hommes normatifs, des hommes pour lesquels il est normal de faire craquer les normes anciennes et d'en instituer de nouvelles. Bref, la capacité d'instituer de nouvelles normes, c'est cela qui est normal, en réalité, pour l'individu. Et la réduction à une seule norme, c'est cela qui est pathologique pour un individu. À partir de là, Canguilhem a complètement renversé les données du problème concernant les rapports entre le normal et le pathologique. Et il est vrai de ce point de vue-là que le livre aurait dû rigoureusement s'appeler la normativité et le pathologique, la normativité à l'épreuve du pathologique. Car précisément, ce que Canguilhem montre, c'est que le normal en soi, le normal qui pourrait être défini par exemple comme une moyenne, ou l'idée qu'il existerait un normal valable pour tous les sujets dans les constantes physiologiques que sont les leurs, est précisément une fiction, parce qu'en réalité, ce qu'il faut mettre en avant, au-delà en quelque sorte de cette fiction du normal en soi, c'est la capacité vitale de la normativité qui consiste dans la possibilité d'instituer de nouvelles normes. Et c'est cela la philosophie de la vie de Canguilhem. La philosophie de la vie de Canguilhem, c'est une philosophie donc de la vie créatrice. C'est une philosophie qui consiste à affirmer que c'est précisément quand la vie ne peut pas créer, ou peut moins créer, qu'elle entre dans un processus pathologique, même si, par ailleurs, la réduction de la capacité normative qui constitue la définition de la maladie, on pourrait faire une échelle des maladies en fonction de cette réduction de la capacité normative, même si cette réduction de la capacité normative qui définit la maladie reste quand même une allure de vie. La maladie est encore une allure de vie. Mais c'est une vie qui est, en quelque sorte, du point de vue normatif, diminuée dans la mesure où la capacité de renouvellement de la norme organique est limitée par la maladie elle-même.
Et donc on a cette espèce de montage philosophique extrêmement puissant que je résume de la façon suivante pour m'acheminer vers ma conclusion, qui est que, premièrement, en renversant effectivement l'histoire des rapports du normal et du pathologique, tels qu'ils avaient été initiés dans la pensée biologique et médicale du XIXe siècle, à partir de Broussais, à partir du fameux principe de Broussais, tel que Auguste Comte l'avait formulé, qui montrait que le pathologique n'était qu'une variation quantitative du normal, soit par défaut, soit par excès, de telle sorte que le pathologique était un hyponormal ou un hypernormal. Quand Guillem va renverser cette histoire des relations du normal et du pathologique pour affirmer, premièrement, que oui, effectivement, ça c'est peut-être quelque chose qui conserve de l'ancienne histoire des relations du normal et du pathologique, que oui, effectivement, le pathologique n'est pas anormal. Le pathologique est porteur, c'est encore du normal. Il est normal d'être malade. La maladie est une dimension de la vie. Vivre, c'est être confronté à de la maladie. De ce point de vue, une vie sans maladie est une vie littéralement, presque rigoureusement anormale. Une vie qui est objet d'étonnement, de stupeur et d'angoisse. Donc, premièrement, oui, effectivement, le pathologique, c'est du normal. C'est du normal, mais deuxièmement, et le deuxièmement renverse le sens qu'on donne au premièrement, et le décroche de l'histoire du principe du normal, de l'identité du normal et du pathologique aux relations quantitatives près du XIXe siècle. Mais deuxièmement, le pathologique, c'est un autre normal. C'est du normal, mais c'est du normal autre. Il prend l'exemple du diabétique dont les larmes sont sucrées, en affirmant qu'être malade, c'est être porteur d'une autre allure de vie. C'est être confronté à une altérité qui surgit dans sa vie, de telle sorte qu'on ne peut plus comprendre le pathologique comme une simple variation quantitative du normal, mais qu'il faut, oui, le comprendre comme une qualité différente de ce normal qui avait été identifié abusivement, oui, à l'absence de maladie. Et ça, c'est un point extrêmement intéressant et important, parce que pour faire cette rectification, pour montrer qu'être malade, c'est être porteur d'une autre norme de vie que le fait de se sentir en bonne santé, Canguilhem va chercher dans la psychiatrie les éléments de cette rectification, en montrant que la psychiatrie contemporaine de son époque, donc celle de Minkowski, de Blondel, de Lagache, du premier Lacan dans La connaissance de la vie, l'article normal et le pathologique, du Lacan de la thèse sur Aimé, en montrant que la psychiatrie a montré en quel sens le malade était porteur d'une autre norme de vie que celui qui se sentait en bonne santé. Quand Guillem réintègre cette idée de l'altérité du pathologique au normal, tout en maintenant, et c'est ça l'aspect le plus déconcertant mais aussi le plus intéressant, tout en maintenant le fait que le pathologique n'est pas justement anormal. Et bien évidemment, ce qui permet de comprendre ces deux thèses qui pourraient sembler incompatibles entre elles, le pathologique c'est du normal, et première thèse, si je caricature, le pathologique c'est du normal, deuxième thèse, le pathologique est autre que ce qu'on appelle le normal, ce qui permet de comprendre comment fonctionnent ensemble ces deux thèses, c'est la référence à la normativité, justement. C'est là-dessus que je conclurai. Le pathologique, c'est du normal. Cela veut dire, effectivement, qu'il y a bien une normativité vitale à l'œuvre dans la maladie. Il y a bien, oui, effectivement, dans la maladie, un effort par l'organisme de maintenir un certain nombre de constantes, voire de lutter contre la pathologie. Et donc, oui, la maladie est porteuse d'une normativité propre qui fait qu'on ne peut pas dire qu'elle est anormale. Mais du point de vue de cette normativité, là et en considérant ce que j'ai dit tout à l'heure sur le rapport à la santé, c'est-à-dire la santé, ce serait
au fond, l'appréciation subjective d'une normativité maximale. Je me sens en bonne santé, c'est-à-dire j'ai le sentiment que ma capacité normative est extrêmement ample, que je peux, ce soir, quand je serai en retard pour rentrer, courir pour prendre le métro, etc. Des exemples qu'affectionnait particulièrement Canguilhem. En prenant cette idée que la normativité est amplifiée et que la santé, c'est l'appréciation positive de cette normativité amplifiée, il me semble que du coup, on comprend que pour Canguilhem, faire l'expérience de la maladie, c'est être confronté à une normativité non pas annulée, mais diminuée. Et c'est en ce sens seulement, que le vivant malade fait l'expérience d'une autre vie que celle qui était la sienne avant de se sentir malade. C'est qu'il fait l'expérience, oui, d'une normativité effectivement restreinte, qui pour lui n'est pas qu'une variation quantitative, mais bien effectivement, oui, un bouleversement radical de son existence. Au point d'ailleurs que ce bouleversement radical peut l'inscrire, je boucle ma petite boucle, au point que ce renversement radical peut l'inscrire en tant que patient dans des relations de soins, dans une chaîne de soins, et modifier ainsi durablement sa vie, doublement sa vie, modifier sa vie par l'expérience de la maladie, qui limite ses capacités normatives, mais modifier sa vie aussi par l'expérience de la médecine, qui vient introduire un nouveau réel dans la vie du malade. Ce nouveau réel, c'est la cité médicale, ce sont les relations de savoir-pouvoir dans lesquelles il est lié à une équipe médicale, etc. Bref, c'est effectivement quelque chose qui n'est pas simplement une variation, mais bien une transformation radicale de sa manière d'exister. Voilà, je vous remercie pour votre patience.